Bonjour et bienvenue à tous dans Itinéraire Entreprise, votre émission dédiée aux entreprises diffusée sur lefigaro.fr. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Arthur Borne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes associé du cabinet Véron Perrin Généalogiste, un cabinet spécialisé dans la généalogie successorale. Et à vos côtés, Ludovic Thomas. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes également associé chez Véron Perrin Généalogiste, cabinet composé d'une vingtaine de professionnels, c'est bien cela ? Absolument, un cabinet composé donc d'un peu plus de 20 personnes. Nous sommes aujourd'hui deux des dirigeants. On est 3 à la tête du cabinet, Alexandra Perrin qui en est la présidente. Un cabinet qui est basé sur le quart sud-est. Nous avons des agences depuis Annecy jusqu'à Bastia. Et le siège social de notre cabinet, d'ailleurs où œuvre notre présidente, c'est Avignon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le but d'un cabinet de généalogie successorale ? C'est assez simple, c'est solutionner un problème successoral dans environ 2% des dossiers. On va dire le travail de régler un dossier de succession appartient au notaire et il fait appel à nous dans à peu près 2% de ces dossiers lorsqu'il y a un élément, on va dire, atypique, compliqué. Et pour réaliser ces missions, nous avons 2 types de métiers dans la généalogie successorale. C'est le métier de chercheur et le métier de régleur. Alors en ce qui concerne la recherche, c'est assez simple. Nous sommes missionnés sur un mandat que le prescripteur va nous donner. Et donc on va appliquer de la généalogie au droit des successions, d'où la notion de généalogie successorale. La généalogie successorale, c'est de la généalogie, donc on va établir un arbre généalogique. Oui. Et on va établir cet arbre généalogique en respectant les règles qui sont édictées par le Code civil et donc en respectant le droit des successions. Et ça va nous permettre de retrouver les héritiers qu'on recherche en respectant le mandat qui nous est donné. Du coup, avec quel type de clients vous travaillez généralement ? Alors, on travaille avec, on va dire... essentiellement les notaires, qui sont, eux, c'est, on va dire, c'est chez eux qu'on s'ouvrent les successions, mais finalement, toute personne qui a un intérêt légitime à nous saisir peut le faire. C'est l'essence d'une loi de 2006 qui encadre la profession au travers d'un mandat. Justement, pour revenir sur un peu cet encadrement, c'est une profession qui n'est pas réglementée. C'est une profession où la liberté d'installation, comparée au notariat, on peut s'installer où on le souhaite. En revanche, les généalogistes, depuis maintenant, en tout cas depuis 2004, il y a une nouvelle impulsion au travers de l'Union des généalogistes, Généalogistes de France, pour lequel le cabinet est adhérent. Ça représente la quasi-totalité des généalogistes, en tout cas plus de 95%. C'est 125 cabinets qui font partie et qui s'autorégulent et se réglementent pour donner les meilleures sécurités à nos clients et proposer un encadrement aux notaires aussi dans nos dossiers. Mais pour bien comprendre, les rémunérations dans un cabinet comme le vôtre, elles viennent d'où principalement ? Alors, il faut, pour comprendre la rémunération du généalogiste, il faut d'abord voir dans le cadre de notre mandat, par rapport auquel les missions qu'on doit effectuer. Oui. C'est-à-dire qu'on a 2 grandes familles de mandats. La première va être, finalement, on va confirmer ce qu'on sait déjà. Le notaire a une liste d'héritiers et il souhaite s'assurer qu'on a bien tous les héritiers, où il y a un élément, un point de détail qui l'embête. Dans les 3/4 du temps, on va lui dire si, c'est bon, vous avez raison, maître, vous pouvez y aller. Mais de temps en temps, il y a une surprise. On va retrouver un héritier, quelque chose, un non-dit. Donc, on va démêler un secret de famille, par exemple. Et dans ce type de cas, on va passer des contrats, des conventions d'honoraires avec ces personnes retrouvées. Voilà. Du coup, ces recherches, concrètement, comment elles se déroulent ? Bien concrètement, en fait, on va recevoir un mandat, comme l'a dit mon associé précédemment. Et dans ce mandat, on va avoir un cadre, une mission. Accompagné de ce mandat, on va avoir un certain nombre d'éléments. On va avoir des actes qui vont nous être donnés. Et ça va nous permettre de commencer notre recherche.
Si je prends l'exemple d'un acte qu'on reçoit quasi systématiquement, l'acte de décès, vous allez avoir des informations qui vont être importantes. Dans cet acte de décès, vous allez avoir la date et lieu de décès du défunt, vous allez avoir sa filiation, vous allez avoir le domicile de la personne au décès, vous allez avoir le déclarant également du décès. Et grâce à ça, déjà, on a une source qui apparaît, donc c'est la source de l'état civil. On va faire des investigations dans l'état civil. On va pouvoir aussi enquêter auprès des voisins, auprès des amis du défunt. On va pouvoir utiliser d'autres sources comme les recensements de population, qui sont des documents qui sont établis par l'INSEE. Et nous, on va s'en servir pour avoir la composition du ménage, en fait. On va utiliser également des archives fiscales, on va utiliser d'autres types d'archives comme des documents notariés, tout simplement, des actes de notoriété qui vont nous permettre d'avoir la liste des successibles d'une personne. Et en fait, c'est un jeu de pistes dans lequel on va pouvoir retracer la vie d'une personne, la vie du défunt, connaître ses différentes localités successives habitées et utiliser toutes ces sources-là. Il y a d'autres sources comme les listes électorales, il y a des dossiers de personnel, par exemple. Il faut savoir, en fait, quelle était l'activité professionnelle du défunt. Ça va, en fait, en fonction du dossier qu'on a, on a tout un tas de sources plus ou moins usuelles qui vont être à notre portée. Et puis, en fonction de la typologie du dossier, il y a des sources un peu plus je dirais, extraordinaires qu'on va utiliser de temps à autre. Avec au cours de ces recherches, vous avez dû certainement faire face à des histoires incroyables. Oui, bien évidemment. Alors, ce n'est pas les histoires incroyables qui manquent dans ce travail. Il y en a bon nombre. J'ai une histoire qui m'a marqué. C'était au cours de l'année 2005 que j'ai été amené à me déplacer en Nouvelle-Zélande pour annoncer à des personnes qu'elles étaient héritières dans un dossier de succession. Ouais. Et c'était complètement atypique parce que, à la base, c'est l'un de mes collègues savoyards qui m'avait confié ce petit bout de recherche, enfin ce qu'on pensait être un petit bout de recherche. Il m'avait demandé d'aller consulter le dossier du grand-oncle du défunt qui avait été condamné au bagne à Nouméa parce qu'il avait déserté, il s'était enrôlé dans l'armée et la guerre a éclaté et donc il s'était empressé de déserter son poste. Et donc il avait été condamné lourdement et mon collègue à l'époque m'avait missionné parce que j'étais dans le sud de la France pour aller aux archives nationales à Aix-en-Provence et consulter le dossier de ce bagnard, tout en pensant à l'époque que j'allais trouver uniquement le décès de cette personne-là. Et il se trouve que dans ce dossier de bagnard, j'avais eu des informations très précieuses et cette personne avait été à l'époque autorisée par le gouverneur de Lille à une permission et il a profité de cette permission pour partir dans un pays qui serait probablement la Nouvelle-Zélande. La réussite que j'ai eue en tant que chercheur, c'est que le bagnard portait un nom purement savoyard et que j'ai pu retrouver les descendants assez facilement dans l'annuaire néo-zélandais. Et je les ai contactés, je me suis déplacé sur place. Et voilà, c'est un souvenir assez marquant de la carrière d'un généalogiste, évidemment. Oui, vous pouvez vous retrouver vraiment à l'autre bout du monde. Est-ce qu'il y a des délais pour pouvoir régler un dossier ou finalement vous pouvez prendre le temps que vous voulez ? Alors il y a des délais, mais on comprend que le délai va aussi devoir respecter le temps de la recherche. Oui. Parce que le temps, par exemple, de contacter, comme l'a dit tout à l'heure mon associé, ses héritiers en Nouvelle-Zélande, leur expliquer finalement qu'ils sont héritiers dans une succession française, parce que c'est pas forcément la coutume du pays non plus d'hériter aussi loin en degré de parenté. Donc il y a ce délai, ce temps de la recherche qui peut, on va dire, prendre pour un cas où on doit découvrir des héritiers, ça peut aller jusqu'à 9 mois, 1 an, on va dire en moyenne. Et après, il y a tout le temps, une fois on représente ses héritiers, il y a le temps du règlement de la succession qui, lui, va durer le temps de liquider le patrimoine du défunt en France et puis après de payer les héritiers. Malgré tout, on doit quand même, il y a une notion
fiscale à respecter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste retrouver, prendre notre temps, parce qu'on a un devoir au travers, et ça c'est la mission plus du notaire, qui est de payer l'impôt, les fameux droits de succession. Et là, en général, on a 6 mois pour payer à compter du décès. Lorsqu'on n'a pas du tout d'héritier et qu'on va révéler les droits, l'administration fiscale tolère que le début de ces 6 mois commence à partir de la révélation. Donc là, les héritiers, le temps de les trouver, on va dire, on est un peu entre parenthèses pour payer les droits, mais il faut quand même, on ne peut pas prendre un temps indéfini. Un petit mot pour conclure, comment vous avez vu le secteur évoluer depuis que vous êtes dans ce milieu depuis plusieurs années maintenant ? Eh bien, si je prends mon cas personnel, quand j'ai commencé il y a environ bientôt 20 ans maintenant, je faisais de la recherche et je passais environ 130 nuitées à l'extérieur. Maintenant, je dirais que le chercheur, il a la possibilité de pouvoir énormément récupérer d'informations en ligne, de se sourcer en ligne, de faire des recherches sur Internet. Et finalement, il y a moins de déplacements qui sont occasionnés. Ça, c'est une première chose. Et puis, j'ai vu aussi au niveau de la profession, au niveau de Généalogistes de France, donc cet organisme qui représente la profession, qui avait des réelles évolutions, notamment sur la création d'un comité, qui est un comité d'experts, dont je suis référent. On a aussi l'un de nos collaborateurs qui est référent. Et si vous voulez, il y a une sensibilisation sur le fait qu'actuellement, il faut conserver les sources qu'on utilise. Et ça, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a quelques années par la profession et c'est quelque chose qui est très utile et très pratique. Pour continuer un petit peu ce que Ludovic nous dit sur l'évolution, on sent bien que ça a un intérêt certain au vu du nombre, en tout cas, de candidatures qu'on peut recevoir. On sent que c'est un métier de la généalogie successorale qui intéresse. Et on sent aussi que tous nos indicateurs de la profession nous montrent le recours à nos services étant hausse constante, et c'est aussi dû à l'évolution un petit peu des mœurs et du schéma familial traditionnel. Vous aviez, par exemple, il y a quelques années, une famille, on va dire, ardéchoise qui vivait, travaillait dans le village, et puis plus les années passent, et cette même famille, finalement, va aller trouver du travail un peu plus loin, et on s'écarte un petit peu du noyau de la famille initiale. Donc aujourd'hui, il faut à la fois localiser des héritiers et le parcours de vie de notre défunt, mais il faut aussi retrouver des héritiers de partout dans le monde. Finalement, on a localisé, on sait qu'il y avait des neveux, des nièces ou des cousins, et après, il faut encore les retrouver. Donc, à la fois, il y a un accès aux sources qui se numérise, donc moins de déplacements. Par contre, on retrouve nos héritiers de plus en plus loin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler du cabinet Véron Perrin Généalogiste. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis.